Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Laetitia Kerguen et je suis diététicienne nutritionniste. Les missions du diététicien et des aidants de vie aux familles sont assez communes et complémentaires puisque des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment en matière de santé, font appel à nous pour les aider à améliorer leur qualité de vie. Le diététicien est un professionnel de la santé spécialisé en nutrition. Nous accompagnons des individus vers des changements alimentaires en vue de promouvoir leur santé. Nous travaillons également avec des personnes ayant des problèmes de santé spécifiques, comme le diabète, des maladies rénales, des cancers, où nous leur fournissons des conseils sur leurs choix alimentaires et leurs habitudes de vie. Vous, aidants de vie aux familles, jouez un rôle essentiel dans le soutien des personnes dans leur vie quotidienne, en veillant à leur confort et à leur sécurité. Nous sommes donc souvent amenés à travailler en complémentarité. Par exemple, un diététicien peut élaborer un plan alimentaire pour une personne souffrant d'une pathologie et l'assistant de vie peut mettre en œuvre ce plan en préparant les repas conformément aux recommandations du diététicien. Nous sommes aujourd'hui reçus dans un appartement Domitis. Avec plus de 180 résidences, Domitis est le leader national des résidences services seniors en France. Mes compétences en matière de nutrition et d'alimentation thérapeutique me permettent de vous partager quelques notions fondamentales pour accompagner un individu qui vit avec un diabète vers une alimentation plus adaptée. Le diabète est une maladie métabolique qui se définit par une hyperglycémie chronique, trop de sucre dans le sang, en raison d'un déficit absolu ou relatif en insuline et ou d'une résistance tissulaire à l'insuline. Autrement dit, le diabète est une maladie chronique qui affecte la façon dont le corps utilise le sucre, donc le glucose, qui est une source importante d'énergie pour nos cellules. C'est une maladie complexe qui nécessite une surveillance constante et un traitement approprié pour limiter le risque de complications. Il existe plusieurs types de diabète, les plus fréquents étant le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Nous allons voir rapidement les différences entre les deux, puis je vous donnerai quelques conseils nutritionnels de base pour mieux accompagner les personnes qui en souffrent. J'aborderai aussi 3 complications que vous avez en tant qu'aidant de vie la possibilité de prévenir et ou de repérer. Il y a la gestion des hypoglycémies, le risque de déshydratation des patients diabétiques et âgés, et le pied diabétique. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui est souvent diagnostiquée dans l'enfance ou l'adolescence. Une maladie auto-immune veut dire que le système immunitaire attaque par erreur ses propres cellules. Elle ne se guérit pas, mais se traite. Dans le cas du diabète de type 1, ce sont les cellules du pancréas qui sont détruites. Elles sont en charge de produire l'insuline qui est l'hormone permettant à nos cellules de pouvoir utiliser le glucose, donc le sucre, comme substrat énergétique. Le diabétique de type 1 souffre d'insuffisance absolue en insuline et aura donc pour traitement des injections quotidiennes d'insuline associées à des mesures hygiéno-diététiques. Le diabète de type 2, c'est une résistance tissulaire à l'insuline et une sécrétion d'insuline déficiente. Il est souvent associé à une mauvaise hygiène de vie, à du surpoids et de la sédentarité. L'âge et les antécédents familiaux sont aussi des facteurs de risque de développer la maladie. Les personnes atteintes de diabète de type 2 peuvent traiter leur maladie en première intention avec des changements de mode de vie et des adaptations nutritionnelles lorsque le diabète n'est pas encore trop déséquilibré. Puis des médicaments lorsque les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas suffisantes ou parfois de l'insuline lorsque le pancréas n'en fabrique plus suffisamment. Il faut savoir qu'un diabète mal contrôlé peut entraîner des complications graves à court et long terme, comme des maladies cardiaques, des problèmes rénaux, des troubles de la vue et des lésions nerveuses, des infections et mauvaise cicatrisation, ou encore des hypoglycémies. Dans tous les cas, l'alimentation et la lutte contre la sédentarité font partie intégrante du traitement. Un suivi médical régulier et une gestion appropriée de la glycémie, une alimentation équilibrée et de l'exercice physique peuvent aider à prévenir ou limiter ces complications. Avant d'aborder les recommandations nutritionnelles, je vais vous donner quelques notions de vocabulaire nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo. Lorsque l'on parle de glucose, nous parlons de sucre qui peut être dans le sang
ou présents dans les aliments sous différentes formes chimiques. Par exemple, l'amidon, présent dans les féculents, est une grosse molécule composée de plusieurs molécules de glucose reliées entre elles. On parlera de glucides complexes. A l'inverse, le saccharose, qui est un glucide simple, présent par exemple dans le sucre de table, est composé d'une molécule de glucose reliée à une molécule de fructose. Que ce soit l'amidon ou le saccharose, ou autres oses comme le lactose, une fois digérés, ils seront sous forme de glucose isolée dans notre sang. La glycémie est donc la mesure du taux de sucre, glucose, dans le sang. Le corps d'une personne non diabétique travaille d'ailleurs pour avoir constamment une glycémie stable. Une hyperglycémie correspond à un taux de sucre anormalement élevé dans le sang. A l'inverse, une hypoglycémie est un taux de sucre anormalement bas dans le sang. On parlera d'index glycémique ou d'indice glycémique pour désigner la capacité d'un aliment à faire monter le taux de sucre sanguin après ingestion. Au plus l'indice glycémique d'un aliment est élevé, au plus cet aliment est susceptible d'augmenter le taux de sucre sanguin. On parlera de charge glycémique pour indiquer la capacité d'un repas ou d'un groupe d'aliments à faire monter notre taux de sucre dans le sang après ingestion. Au plus la charge glycémique d'un repas est haute, au plus le taux de sucre dans le sang sera haut après l'avoir consommé. Dans un premier temps, il faudra veiller à avoir une alimentation équilibrée, contrôlée en glucides et enrichie en fibres. Les fibres, qui ne seront pas digérées ni absorbées par notre système digestif, permettent de se lier au glucose et de ralentir leur absorption. Pour cela, on privilégiera les glucides complexes, qui sont sources de fibres que l'on trouve dans les produits céréaliers comme les pâtes, le riz, le pain, le quinoa, l'avoine. Les versions complètes sont à privilégier, car ils sont moins vite digérés et absorbés, donc ils ont moins d'impact sur le taux de sucre dans le sang. On les trouve aussi dans les légumineuses comme les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches et aussi dans les pommes de terre et la patate douce, surtout lorsqu'elles ont la peau. A l'inverse, on limitera les glucides simples qui sont présents dans les boissons sucrées, les jus, les gâteaux, bonbons, les glaces et tous les sucrants, même le miel. Pour les repas principaux, on veillera à avoir toujours des légumes pour l'apport en fibres, vitamines et minéraux, en quantité suffisante, au moins la moitié de l'assiette en variant les légumes crus et cuits. Il y aura pour un adulte toujours une source de protéines que l'on trouve dans la viande, les œufs, le poisson et les produits de la mer ou encore des protéines végétales, ainsi que de la matière grasse de qualité comme de l'huile d'olive, de l'huile de colza non raffinée, de l'avocat, des fruits oléagineux comme les amandes, les noix. On veillera à manger à heure régulière, de bien mastiquer, avec idéalement 3 repas par jour plus une collation si nécessaire. Les glucides simples ne sont pas à exclure totalement, mais à limiter et surtout à ne pas consommer seuls. Ils seront toujours précédés ou associés à une source de fibres, de protéines ou de bonnes graisses. Par exemple, pour un patient qui voudrait manger une madeleine ou autre mets sucré, on lui conseillera plutôt de le manger à la fin de son repas ou si ce n'est pas possible, on l'associera à un produit qui ne contient pas ou peu de sucre, comme le fromage blanc, des oléagineux comme les noix, les amandes. Concernant les fruits, vous vous demandez certainement s'ils sont considérés comme des sucres complexes ou des sucres simples. Alors bien qu'ils aient des avantages notables sur la santé et qu'ils contiennent des fibres, ils contiennent aussi du sucre sous forme de glucose et de fructose, donc des sucres simples qui selon le fruit risquera d'impacter la glycémie de façon négative. Il est donc recommandé de les consommer plutôt à la fin de repas ou accompagnés d'un aliment ne contenant pas de glucides. On les préférera entiers plutôt qu'en jus, car une fois dépourvus de leurs fibres, ils augmentent leur indice glycémique. On recommandera aussi une bonne hydratation et de limiter l'alcool qui peut perturber également la glycémie en provoquant des hypoglycémies. On encouragera l'activité physique et la marche digestive qui permet une meilleure régulation du taux de sucre dans le sang. En résumé, l'alimentation du patient diabétique ne diffère pas vraiment de celle d'un sujet bien portant. Elle doit rester variée, équilibrée et source de plaisir. Le premier est le plus fréquent et le plus facile à repérer. Il concerne surtout les patients traités avec insuline. Ce sont les hypoglycémies. Je rappelle, une hypoglycémie survient lorsque le niveau de sucre dans le sang devient trop bas. Il est important de savoir en reconnaître les signes.
Les symptômes les plus fréquents sont des tremblements ou sensations de frissons, des sueurs froides, de la fatigue ou sensation de faiblesse générale, des vertiges ou sensations de tête légère, de la faim intense et des nausées, de la pâleur, des palpitations ou accélération du rythme cardiaque, des confusions ou difficultés de concentration. Dans les cas les plus graves, une hypoglycémie peut entraîner une perte de connaissance ou un coma. Il est important de traiter une hypoglycémie rapidement en consommant des aliments ou boissons sucrées, comme par exemple une petite bouteille de jus de fruits, ou 3 sucres, ou 2 cuillères à café de miel ou de confiture. Si l'hypoglycémie a lieu à distance du repas ou lors d'un effort physique, il faut prévenir une nouvelle hypoglycémie en apportant après le resucrage 15 à 20 g d'aliments à charge glycémique basse, comme 30 g de pain, plus du fromage ou 3 petits beurres. Si l'hypoglycémie a lieu proche du repas, on conseillera de se resucrer, puis de consommer son repas rapidement. Un second point important est l'hydratation chez la personne diabétique et âgée. La déshydratation chez un patient diabétique âgé peut entraîner des complications graves, affectant le métabolisme, le système rénal, la fonction cardiaque et neurologique, ainsi que le risque d'infection. Il est donc crucial de veiller à une bonne hydratation. Le patient âgé ressent la soif de façon beaucoup moins importante. C'est pour cela qu'il est particulièrement important de le surveiller et de l'inciter à boire régulièrement et en petites gorgées, d'autant plus en période de forte chaleur. Le dernier point, qui est une complication fréquente du diabète, c'est le pied diabétique. Ce sont des lésions des pieds dues à une mauvaise circulation sanguine et à des troubles nerveux provoqués par un diabète déséquilibré à long terme. Ça s'appelle les neuropathies diabétiques. Les principaux risques sont les infections, les ulcères et dans des cas graves, l'amputation. C'est la première cause d'amputation non traumatique des membres inférieurs. Cela est dû à une perte de sensation dans les pieds causée par la neuropathie et à une mauvaise cicatrisation des plaies en raison de la mauvaise circulation. Les soins préventifs et une surveillance régulière sont essentiels pour éviter les complications graves. Ce que vous pouvez faire en tant qu'aidant est d'inciter la personne à contrôler régulièrement sa glycémie. Examiner les pieds quotidiennement pour détecter des coupures, des ampoules ou des infections qu'il n'aurait pas senties, et lui conseiller de porter des chaussures adaptées pour éviter les blessures, et bien sûr d'avoir un suivi régulier chez le podologue et une bonne hygiène. À présent, vos connaissances vous permettent de mieux aider vos patients et d'avoir une approche encore plus professionnelle. Grâce à cela, les personnes que vous accompagnez se verront réduire les risques de complications et de problèmes de santé à long terme, et donc moins d'hospitalisation et de rendez-vous chez le spécialiste. Bien accompagné, la personne aidée sera aussi rassurée et plus serein face à sa maladie. Il pourra être également plus autonome grâce aux conseils que vous lui aurez donnés. Aussi, les bénéficiaires peuvent se sentir plus en forme, mais par contre avoir l'impression que vous allez chambouler leur quotidien. Il faudra alors les rassurer et discuter avec eux des solutions possibles. Vous devez les impliquer dans le changement en composant avec leur goût et envie, car il est important de conserver la notion de plaisir et encore plus chez une personne âgée qui voit souvent son appétit perturbé. Vous devez peut-être passer plus de temps au départ à planifier et préparer des repas adaptés, à faire des listes de courses aussi. Il est recommandé de s'informer et de continuer à se former. En conclusion, une alimentation adaptée au diabète peut avoir des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale des personnes atteintes. En tant qu'aidant, il est essentiel que vous soyez soutenu et informé pour mieux accompagner les personnes que vous aidez dans cette démarche. Je vous recommande vivement d'échanger avec les professionnels de santé qui interviennent auprès des familles et de solliciter de la formation continue, notamment dans la préparation des repas et plans alimentaires. Nous allons maintenant passer au quiz afin de tester vos connaissances. Plusieurs réponses sont possibles. Question numéro 1. Qu'est-ce que le diabète? A. Une maladie qui affecte uniquement le système digestif. B. Une maladie liée à un problème de régulation du sucre dans le sang. C. Une maladie qui entraîne une surproduction d'insuline. D. Une affection génétique qui empêche de manger des glucides. Question 2. Quelle est la principale fonction de l'insuline dans le corps? A. Accélérer la digestion des protéines. B. Permettre l'entrée du glucose dans les cellules. C.
stimuler la production de vitamine D. D. Augmenter le métabolisme des lipides. Question 3. Les fibres sont bénéfiques dans la régulation du taux de sucre dans le sang. Où les trouve-t-on? Réponse A. Dans les légumes. Réponse B. Dans les produits céréaliers complets comme le seigle, l'avoine, le blé complet. Réponse C. Dans les légumineuses. Et réponse D. Dans le pain blanc. Question numéro 4. Quel est l'objectif principal de la gestion du diabète? A. Réduire la consommation de graisse uniquement. B. Maintenir la glycémie dans une plage de valeur normale. C. Augmenter la production d'insuline. D. Éviter de consommer des glucides. Question numéro 5. Quel aliment est riche en glucides? A. La viande. B. Le pain. C. Le riz. Et D. Les légumes non féculents. Question numéro 6. Quelle est la meilleure approche pour aider une personne diabétique à gérer son alimentation? A. Lui interdire tous les glucides. B. L'encourager à manger un régime riche en glucides simples. C. Lui conseiller une alimentation équilibrée, limitée en sucre simple et une activité physique régulière. D. Ne pas se préoccuper de son alimentation. Question numéro 7. Quels sont les symptômes d'une hypoglycémie? A. Soif excessive. B. Tremblement, confusion, sueur froide. C. Maux de tête et douleurs abdominales. D. Délire. Question numéro 8. Que faire si un patient diabétique présente des symptômes d'hypoglycémie? Réponse A. Lui donner un verre d'eau. Réponse B. Lui donner un aliment ou une boisson contenant du sucre rapidement absorbable. Jus de fruits, bonbons. Réponse C. L'encourager à faire de l'exercice. Et réponse D. Lui donner un repas complet. Question numéro 9. Quelle est l'importance de la pratique d'une activité physique pour un patient diabétique? Réponse A. Elle permet uniquement de perdre du poids. B. Elle aide à réguler la glycémie et améliore la sensibilité à l'insuline. C. Elle n'a aucune incidence sur le diabète. D. Elle remplace le besoin d'insuline. Question numéro 10. Quel rôle joue l'hydratation dans la gestion du diabète? Réponse A. L'hydratation n'a aucune importance dans la gestion du diabète. Réponse B. Boire de l'eau aide à maintenir une bonne circulation sanguine et à prévenir la déshydratation, qui peut augmenter la glycémie et favoriser des complications graves. Réponse C. Il est important de boire uniquement des boissons sucrées. Réponse D. L'hydratation ne concerne que la gestion du poids. Question numéro 11. Quel est le rôle des fibres dans l'alimentation d'un patient diabétique? Réponse A. Elles aident à réduire les pics de glycémie. B. Elles n'ont aucune incidence sur la gestion du diabète. C. Elles augmentent la production d'insuline. D. Elles sont inutiles dans l'alimentation d'un diabétique. Question 12. Qu'en est-il des produits sucrés? Réponse A.
Ils sont interdits. B. Ils sont à limiter. C. Il faut surtout les consommer seuls. D. Il ne faut surtout pas les consommer seuls, mais plutôt à la fin d'un repas complet et riche en fibres et en protéines de qualité. Question numéro 13. Qu'est-ce que le pied diabétique? Réponse A. Une affection qui touche les pieds en raison d'une mauvaise hygiène. B. Une complication due à une mauvaise circulation sanguine et à une perte de sensibilité des membres inférieurs résultant d'un diabète déséquilibré pouvant entraîner des infections et parfois des amputations. C. Une maladie génétique qui affecte uniquement les pieds. D. Un problème dû à un manque de mouvement. Question 14. Comment prévenir les complications liées au pied diabétique? A. Ne jamais mouiller les pieds. B. Inspecter régulièrement les pieds pour détecter toute plaie, rougeur ou infection. Réponse C. Ignorer les douleurs et les blessures aux pieds. D. Marcher pieds nus toute la journée. Question numéro 15. Quel est le rôle des aidants dans la gestion quotidienne du diabète d'un patient? A. Ils doivent guider vers une alimentation équilibrée et aider à repérer les signes de complications. B. Ils ne doivent intervenir que lors de crises graves. C. Ils n'ont pas besoin de comprendre les détails de la gestion du diabète. D. Ils peuvent se former et s'informer afin de mieux accompagner les personnes atteintes.